Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous nous suivez. RDC État d'urgence, aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Serge Diantantou. Alors, qui est Serge Diantantou? C'est d'abord un frère congolais, avant tout. Et c'est un illustre dessinateur et aussi BDiste. Je pense qu'il va aussi lui-même nous détailler exactement d'autres parties de ce qu'il fait tout le temps. Et aujourd'hui, en tout cas, notre thème, ça serait sur Simon Kimbangu. Simon Kimbangu qui prend on va dire, un rôle très important dans la vie de tous les Congolais. Je pense que nous allons arriver petit à petit à détailler. Mais pour l'instant, je laisse la parole à Serge Diantantou. Bonjour. Bonjour. Alors, nos téléspectateurs et nos internautes aimeraient bien savoir en détail qui vous êtes. Vous pouvez en quelques mots détailler si peut-être que ce que j'ai dit ne suffit pas et peut-être rentrer dans le détail un peu plus. Merci beaucoup. Et je commencerai par dire merci à toutes les personnes qui nous suivent à ces moments. D'accord. Et moi, je suis Serge Diantantou. Je suis auteur, dessinateur de plusieurs albums de bande dessinée. Et je suis aussi réalisateur de quelques films de dessins animés. Et je voudrais juste apporter une petite précision pour aborder Simon Kimbangu. Par les respects, on l'appelle Papa Simon Kimbangu. Donc, ce n'est pas quand même notre ami. Donc, il est grand. Et donc, là, si nous sommes aujourd'hui, j'ai accepté cette invitation aujourd'hui, c'est pour parler un peu de lui. Parce que jour pour jour, nous rentrons au mois d'avril. C'est les jours où il va commencer son ministère en 1921. Tout à fait. En Kamba plus précisément. Mais avant ça, il a eu encore un grand parcours d'histoire que nous allons découvrir. Ok. Avant d'aller plus loin, alors merci d'avoir rectifié. Donc c'est Papa Simon Kimbangu que nous allons l'appeler tout au long de notre émission, ce qui est tout à fait normal, vu son rang et vu aussi le respect que nous devons à nos ancêtres. Alors, de ce que je sais, Monsieur Diantantou, concernant Papa Simon Kimbangu, il serait né en 1889. Dites-moi si je me trompe. J'ai essayé de me renseigner par rapport à ça et je me suis rendu compte qu'il est né presque 5 ans après ce que nous appelons la conférence de Berlin. Voilà. Où on a partagé un peu l'Afrique comme un gâteau. On a décidé que chaque, entre guillemets, partie de l'Occident gérer sa parcelle africaine comme un domaine privé. Je suppose que cela a eu une influence énorme sur la vie de Papa Simon Kimbangu tout au long de sa vie et aussi pour tout ce qui va arriver, tout ce qui va lui arriver et même sur sa spiritualité. Son histoire, en tout cas, je suis convaincu que beaucoup de personnes qui nous suivent ne connaissent pas. Moi qui vous parle, je ne connais pas suffisamment. Je compte vraiment sur vous pour nous éclairer un peu sur toute cette partie que nous ignorons de sa vie. Merci. Et donc, on ne va pas rentrer plus dans des dates exactes, et même la date de sa naissance. Ce que nous pouvons retenir, c'est une personne pas comme toute autre personne. Et je vais d'emblée éclaircir une situation que nous ne connaissons pas. Simon Kimbangu est né des corps d'une personne comme vous et moi. Et jusqu'à un moment où il va commencer à avoir des forces surnaturelles qu'on appelle des martyrs, et ces propos qu'il va dire deviendra plus tard des prophéties. Okay. Et les gestes qu'il va faire plus tard deviendront des miracles. Et des personnes qui font ce genre de choses au monde, il n'y en a pas beaucoup. Et quand des personnes qui ont cette force surnaturelle
des thaumaturges, on les appelle des messies. On a eu un premier messie que nous connaissons tous, c'est le Christ, c'est Jésus. Et Simon Kimbangu est un messie qui est venu sur les terres des Noirs en Afrique centrale. Alors, si je précise ça, c'est pour la chose qu'on a parlé tout à l'heure, le respect. Tout à fait. Papa Simon Kimbangu. Et pas pour ne pas faire des comparaisons entre Papa Simon Kimbangu et Jésus. Jésus était arrivé dans une période où l'Europe était rentrée dans les tourbillons. Mais lui, il est né dans le Moyen-Orient. Et Papa Simon Kimbangu va prendre sa connaissance de son ministère en Afrique centrale. C'était au moment où on va abolir l'esclavage, en 1884, et en 1885, comme vous avez évoqué, l'Afrique sera dépecée. Tout à fait. Et le fait que l'Afrique sera dépecée, à la conférence de Berlin, c'était à ce moment que Simon Kimbangu va arriver pour apporter la liberté au peuple noir. Alors, c'est quand même une situation qui est très très profonde. À cette période, il y avait un mot qui disait « les Noirs ont vendu les Noirs ». Tout à fait. Qui sont partis en Amérique et dans les Caraïbes. Mais tout le long de ces commerces, c'est comme ça qu'on a appelé ça, commerce triangulaire, l'être humain n'était pas considéré comme un humain. C'était un animal. C'est comme ça qu'ils ont souffert. Et à la fin, quand ceux qui pratiquaient ces commerces triangulaires vont découvrir autre chose que l'humain, soi-disant, entre guillemets, on peut les laisser à l'écart, parce qu'on a découvert des machines, on va abolir l'esclavage. Mais tout en abolissant l'esclavage, on va dépecer l'Afrique en 85. Et la phrase que j'ai dit tout à l'heure, les Africains ont vendu les Africains, vont être prononcées à cette période, en 1885, ici à Paris, à la Sorbonne, par un professeur qui s'appelait Jules Simon. Il était député en même temps. Et comme cette phrase enlevait un peu toute cette suspicion, toute cette atrocité que les Occidentaux ont commis aux Noirs africains, on va prendre cette phrase comme quoi les Africains ont vendu des Africains, alors que c'est faux. Ok, donc c'est la même phrase qu'on entend aux Antilles, un peu partout, on a tendance souvent à dire que... C'est faux. C'est ça. Parce que un parent ne peut pas vendre son enfant, on connaît l'hospitalité africaine. Et c'est là que Simon Kimbangu va arriver. C'est exactement comme le Christ va arriver. Quand Alors, je vais quand même insister encore sur ce point-là parce que c'est important. Oui. Donc, il n'y a jamais eu de vente des Africains qui auraient vendu d'autres Africains. J'insiste parce que souvent, on nous le présente souvent comme ça. Beaucoup de gens me disent, oui, mais il y a quand même eu certains qui ont collaboré avec cette traite négrière. Alors, j'aimerais vraiment avoir des précisions. Il n'y a pas eu... Oui, on a des précisions, parce que l'histoire est têtue. Exact. Donc, on a toujours des malins, comme on dit en Afrique, qui vont essayer un peu, ou même dans les Caraïbes, parce qu'il y a le métissage. Exact. Et dans ces métissages, d'autres vont refouler, ou vont s'éloigner de l'Afrique, tout en accentuant cette phrase ou cette idéologie. Cependant,
si on peut aller plus loin. Les Africains ne s'attendaient pas qu'il y aurait visite des Européens. Parce qu'en Europe, il y avait une reine qui s'appelait Isabelle la catholique, en Espagne, et qui voulait que tout le monde puisse être chrétien. Et le fait qu'il y avait des juifs, des morts, donc des arabes, on va les imposer afin qu'ils deviennent des chrétiens. C'était presque à la même période où Christophe Colomb va découvrir l'Amérique. Enfin, il va mettre pied en Amérique. Et ceux qui vont garder leur obédience, que ce soit en judaïsme ou en islam, ils seront arrêtés, torturés par un monsieur qu'on appelait Thomas Torquemada. Et donc, on va faire ce qu'on appelait des incubations. Il y avait plus de, on ne peut pas, des milliers de morts en Europe, des tortures pour la cause de la religion. Et à partir de là, le fait de tuer, ils étaient satirés. Ils vont dire, on met tous ces gens, allez-vous vivre ailleurs. Et c'est comme ça que ces gens-là, des rescapés, vont se retrouver en Afrique. Et en Afrique, personne ne parlait ni portugais, ni espagnol. Et à la découverte de l'Amérique, on va découvrir des richesses comme de l'or et bien d'autres. Mais il faut de main-d'œuvre. Étant congolais, on a entendu parler de Diego Cao qui est arrivé au Congo en 1482 et pour la deuxième fois en 1485, où il partira avec des Congolais au Portugal, et certains Congolais seront vendus aux États-Unis. Déjà les ventes, le premier... Diego Cao lui-même c'était un esclavagiste. Il vendait donc... Mais vous croyez qu'il venait pour les beaux yeux des Africains? Je ne pense pas. Ils avaient un nom de code militaire qui était allé à la recherche de planètes, de prêtres Jean. Mais c'était un nom de code militaire. Et pendant ce temps, ils voulaient découvrir les Indes. Ils partaient pour les Indes. Raison pour laquelle Diego Cao, quand il va arriver à l'embouchure du fleuve Congo, il va essayer, tenter de remonter le fleuve Congo, et il va échouer dans un endroit qu'on appelle le Mbengu Mbengu, au dernier virage avant d'entrer au Matadi. Et c'est là qu'il va faire demi-tour, il va inscrire son passage sur des pierres qui existent jusqu'à aujourd'hui, au bord du fleuve Congo. Alors j'ai pris le gouvernement congolais, qu'il n'y ait pas un fou qui passe pour exploser ces pierres, parce que ça, ce sont des preuves tangibles qu'ils ont marqué leur passage sur cet endroit. Et donc, je ne m'éloigne pas de la question, les Africains ont vendu des Africains. Parce que je vais vous dire comment ça s'est passé. Et en arrivant à l'embouchure, quand ils faisaient demi-tour, ils vont monter ou lever ce qu'on appelait le padran, une croix. Et cette croix, c'est pour montrer que ce territoire est déjà connu par les Européens. C'est comme ça qu'on dit Diego Cao a découvert. Mais il a atteint un lieu parce qu'il y avait déjà des gens. Alors, je ne m'éloigne pas. Mais juste pour ouvrir un peu ceux qui nous suivent, leur raisonnement. Quand Diego Cao arrive sur l'embouchure de, entre guillemets, le fleuve Congo, il va demander aux autochtones, de peuples qui étaient là, en Pinda, ou de l'autre qui était de l'autre côté vers Banana, mais c'est quoi ces fleuves? Comme ces Africains ne connaissaient pas
le portugais. Il parlait par des mimiques, des gestes. Ils ont compris, il veut savoir le nom du fleuve. Il dit, oh, mais c'est fleuve, mais c'est le fleuve. Et dans leur langue, le fleuve veut dire Nzadi. Ok. Et Diego va noter, et en écorchant le nom Nzadi, pour écrire Zaïre. Ok. Et il va remonter avec ces noms, juste là, avant d'aller à la question que vous avez posée. Qui est cette personne qui aime ou qui aimerait matin, midi, soir qu'on écorche son nom? Voilà l'ignorance qui a poussé tout un grand peuple d'accepter un jour que ces fleuves s'appellent fleuves. Alors que c'est comme si on parlait au Congo, les Nzadi s'appellent Nzadi. C'est ça. Et du coup, au lieu que ça s'appelle Nzadi, ça s'appelle Zaïre, écorché, et nous sommes devenus par ignorance des Zaïrois. Ok. Et on a eu la monnaie, Zaïre, le pays, Zaïre, et le fleuve, Zaïre. Alors que ce fleuve, je laisse aux téléspectateurs de nous donner les noms. Sinon, moi je connais les noms du fleuve. Ok. Est-ce que ce fleuve... Attendez, okay. Pour ne pas... Je m'excuse. Pour ne pas aller loin, oui. Pour revenir avec les gens qui parlaient que leur langue de leur pays. Et quand ces gens qui ont été torturés lors des incubations avec Isabelle la catholique vont arriver en Afrique, et du coup, le monde commençait à rentrer dans une autre mutation. Et donc, on avait découvert l'existence du nouveau monde, qu'on va appeler l'Amérique. Et comme il y avait des vestiges à aller piller là-bas, il y avait de premières personnes qui vont partir, comme Las Casas, qui va partir avec Christophe Colomb, et son fils deviendra plus tard évêque. C'est lui qui va dire à Charles Quint, on peut laisser ces autochtones, parce qu'ils ont l'âme comme des êtres humains, mais il y a ces Africains, on les avait vus déjà dans le passé. Vous voyez, comme je vous ai dit, Diego qui arrive et il passe sa marchandise à Christophe Colomb, et au deuxième voyage, et ce sont ces Africains qu'on appelait des latinos qui vont aller là-bas. Pour finir, comme le besoin de main-d'œuvre s'est présenté, c'est une question très importante, parce que ça nous déchire avec nos frères qui sont en Amérique et dans les Caraïbes. Exact. Ces gens vont épouser des femmes africaines. Enfin, épouser entre guillemets. Donc ils vont les prendre en concubinage, soit 10, 15 femmes, pour faire des enfants. D'accord. Et ces enfants, dans les expressions de l'époque, on les appelait de pemberos. Et ces pemberos, ils ont leurs tontons, les oncles. Les oncles qui vont recevoir des cadeaux quand les bateaux venaient pour chercher des main-d'œuvre. Et tout doucement, on va faire de ces oncles des personnes qu'on appelait dans des expressions historiques de mafuku. De mafuku, qui veut dire en congolais maboké. Ok. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient payés par un franc 6 sous, des cigarettes, de l'alcool. Et donc, ils le faisaient au profit de leur beau-frère. De beau-frère, d'accord. Mais pendant ce temps, cette sale boulot va faire de l'Afrique, pour aller vite, c'est que l'Afrique souffre jusqu'aujourd'hui de toutes les exterminations des rois.
que ce soit de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, les rois seront tués. Et ces Mafouks deviendront beaucoup plus tard des rois télé. Ok. Et donc, à partir de cette histoire où on dit les Africains ont vendu les Africains, il y a eu un petit groupe de Mafouks qui ont fait ces sales boulots, mais qui ont aussi tiré l'Afrique vers le bas. Donc, quand celui qui est en Amérique ou qui est dans les Caraïbes, qui pointe le doigt en Afrique, mais il faut regarder les problèmes globalement. Déjà, un, les monarchies sont tombées. Et deux, pour faire tomber les monarchies, l'Europe, parce que c'était l'Europe qui le faisait, parce que c'est l'histoire. L'histoire est écrite, il faut dire les choses comme ils sont. Exactement. Ils vont faire ce qu'on appelle aujourd'hui des ambassades. Les ambassades, à l'époque, c'était ce qu'on appelait ils vont construire bref, le nom viendra. Comptoir, non? Des comptoirs, merci. Comptoir. Ils vont construire des comptoirs pour surveiller, garder leur territoire en mettant des canaux tout autour. Les Africains ne connaissaient pas ça. Et c'est lui qui va dire les Africains ont vendu les Africains. Regardez un peu l'Afrique, à quel état il était. Sale état. Et dans ce sale état, quand il y a eu abolition de l'esclavage, l'Afrique, tout de suite, il était pris au coup. C'était une nouvelle sorte de colonisation avec le bras coupé par Léopold II. Ça fait partie de l'histoire, parce que l'enfant congolais ou l'enfant africain, beaucoup ne connaissent pas. Ils voient des photos sur Internet, ils pensent que c'était un accident. Mais ce n'était pas un accident, parce qu'à cette période, l'Europe va découvrir l'utilité du caoutchouc pour mettre dans des véhicules, parce que les véhicules roulaient avec soit de la ferraille ou du bois. Mais en mettant les caoutchoucs, il y avait l'adhérence. Et donc, les caoutchoucs, les UVA, on les trouvait dans ces forêts équatoriales. Et donc, ceux qui n'apportaient pas suffisamment de caoutchouc, on les coupait les bras. Exactement comme ceux qui faisaient les plantations de canne à sucre, qui ne travaillaient pas, on lui coupait les bras ou le nez ou l'oreille. C'est comme ça que les gens vont chercher à se marronner et tout. Donc voilà, Simon Kimbangu va arriver dans cette même période, raison pour laquelle le 10 septembre, il avait dit à haute voix que je suis venu pour donner la liberté à l'homme noir. Jour pour jour, ça fait un siècle. Ça va faire un siècle dans 2 ans, à 2021. Et si on ne veut pas connaître Simon Kimbangu, que j'ai amené la carte ici, ce sont des ex-libris qui sera mise en disposition de tout le monde. Acceptons-nous de passer encore un siècle de plus à cette domination en ayant les chines courbées? Je ne pense pas. Je vous suis avec beaucoup d'attention et je vois vraiment la personne qui maîtrise cette histoire qui nous fait défaut à beaucoup d'entre nous. Et il y a tellement de questions, il faudrait vraiment qu'on fasse encore d'autres émissions. Mais je serai disponible. Ah oui, oui. Plus les internautes ou les téléspectateurs demanderont, je viendrai. J'ai je sais que beaucoup de Congolais surtout se demandent toujours, en tout cas ceux qui essayent, entre guillemets, d'avoir un esprit critique, ils disent, mais nous les Congolais, on a tendance à prendre tout le monde comme étant des prophètes, des ceci, cela. Est-ce que Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, je vais rectifier, est-ce que Papa Simon Kimbangu était véritablement un prophète? Est-ce que nous pouvons étayer un peu pour que les gens qui nous suivent puissent ne plus avoir à se poser des questions en disant ouais, ce sont que des rumeurs? Voilà, moi j'ai vraiment besoin que l'homme de culture que vous êtes, vous puissiez vraiment nous expliciter tout ça. Vous savez, je dis souvent, ce n'est pas ma phrase, hein? C'est un musicien congolais qui a dit « Laver les mains d'un singe, c'est gaspiller les savons ». Mais
sans savoir que le singe a déjà les mains noires. Donc, et ceux qu'ils ont, ils pensent qu'ils ont une connaissance qu'ils ne veulent pas changer, ils resteront toujours dans cette ignorance qui nous a été formatée par des colons. Parce que c'était un grand travail, parce que les colons vont apporter aussi une parole avec la Bible. Raison pour laquelle il y avait des protestants et il y avait des catholiques. Exact. On n'avait pas de musulmans à cette période. Non. Alors, est-ce qu'il est réellement prophète? Je dis, au début de l'émission, des personnes qui ont des forces thaumaturgiques. On avait eu, à notre connaissance, les Christ. Lorsque, du côté du Moyen-Orient, il y a eu des tourbillons. Et Simon Kimbangu va arriver en Afrique centrale lorsqu'il y a eu tous ces problèmes de l'esclavage, des colonisations. Et c'est comme ça que Nzambi, le Dieu, est unique et universel. Parce que c'est juste dans des endroits où nous sommes, les noms qu'on peut appeler Nzambi, donc Dieu, va changer d'appellation d'un peuple à l'autre. Et le Nzambi au Congo, c'était le Nzambi Mpungu, qui va nous faire descendre Simon Kimbangu. Exactement comme on dit, il a descendu aussi le Nzambi de l'Europe, Jésus. Il va sortir du corps d'une femme. Simon Kimbangu va arriver, il sortira aussi du corps d'une maman. Il va être élevé comme tout le monde. Et en ayant ses forces, exactement comme celui qu'on connaît, Jésus, avec beaucoup de respect aussi. Alors, sans vous couper, je vais quand même être titillé un peu. Oui. Jésus n'est pas né en Europe. Ah non, si. Donc, quand on dit Jésus de l'Europe, on a tendance à penser que Jésus en question serait né en Europe et le nôtre... À Moyen-Orient. Moyen-Orient, voilà, si Voilà, on peut dire comme ça. Moyen-Orient, parce que si je dis Jésus, parce que l'église romaine se trouve en Europe, donc, qui est la pierre de Saint-Pierre, qui était à Moyen-Orient, et ça aussi c'est une histoire... Oui, voilà, ils se sont peut-être un peu accaparés ce Jésus-là, voilà, sans pour autant que lui-même, ce Jésus, se reconnaisse voilà, comme étant... à Bethléem, et Bethléem, c'est en Afrique. C'est en Afrique, c'est ça. Et son père, Joseph, qui était africain à 100%. Ah, donc voilà, c'est là que je voulais en venir, parce que en disant Jésus pour les Européens, je me suis dit, mais le Jésus que j'ai cherché, en tout cas, que je cherche toujours, en fait, il n'est pas si européen que ça. Si on voit bien, il est plus africain. Bon, on va pas peut-être faire ce débat-là, c'est juste... N'allons pas loin, voilà. Frère. Quand on va dans les Caraïbes, la Guadeloupe, ce n'est pas pour les gens qui sont là-bas, c'est pour les Européens. Ils sont dans la communauté européenne, alors qu'ils sont dans les décalages de fuseaux horaires. Ça aussi, c'est un problème que nous, les Noirs, nous devons résoudre un jour. Et c'est pour cela que Simon Kimbangu va arriver. Alors, pour répondre à cette question, et donc, tous les faits et gestes que Simon Kimbangu faisait, soit guérir des malades, ressusciter des morts, il a ressuscité beaucoup de morts, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait marcher des paralytiques, il y a une liste énorme qu'on verra dans la BD. Concernant les morts, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc les gens vont se focaliser sur ça. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on a eu un pasteur soi-disant qui voulait ressusciter un mort sur Internet et ça a fait beaucoup de bruit. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est que c'était une escroquerie. C'est la résurrection moderne, parce que je suppose que le mort, il avait un portable. C'est ça le problème. Maintenant, concernant Papa Simon Kimbangu, est-ce que ces faits-là sont avérés? On peut vraiment détailler ces choses-là, parce que souvent les gens disent: ah, mais vous savez, il y a quand même la légende qui finit par devenir des vérités. Alors, c'est pour ça que moi, j'insiste aujourd'hui, comme je vous ai devant moi, pour que les gens qui se posent ces questions-là puissent aussi voir.
Alors voilà, donc oui, concernant la résurrection des morts, j'ai vraiment besoin d'avoir un peu plus de lumière. de lumière. Oui. Vous savez, l'homme noir accepte ce qui vient de l'homme blanc. Mais comme Dieu sait faire des choses, il a fait qu'il y ait des blancs pendant que Simon Kimbangu ressuscitait des morts. Jour pour jour, bientôt ça va faire un siècle, Okay. il y avait une jeune fille qui avait 15 ans. Mais bien avant, il avait ressuscité d'autres morts. Et donc, les Européens qui étaient dans cette région l'appelaient faiseur des miracles, par ironie. Okay. Et cette fille va décéder de l'autre côté du fleuve Congo, là où il y a les Manianga et le Congo-Brazzaville. Ses parents vont les prendre dans ce qu'on appelait les Kipoi ou les Chipoi. Ils arrivent au bord du fleuve, il n'y avait pas de piroguiers. Le temps d'attendre, le temps qui a écoulé, le corps de la fille commençait à se décomposer. Et cette fille s'appelait Dina. On l'appelait Mama Dina. Okay. Et quand le premier piroguier arrive, il va faire un effort avec cette puanteur, c'est des choses pour les dire comme ils sont. Ils vont traverser le fleuve et le père et la mère vont remettre leur fille dans les Chipoi pour remonter, prendre la direction d'Nkamba, et la route les fait passer, ou les font passer, à la mission protestante d'Ngombe Lutete, qu'on appelle couramment aussi Vula. Vula. Et là-bas, il y avait 2 pasteurs anglais, des missionnaires. Ils ont senti l'odeur de la mort. Ils ont dit, oh là là, voilà encore ce faiseur de miracles, il va nous apporter l'épidémie. Mais la pauvre famille passe avec leur dépouille jusqu'en Kamba. Et à cette période, il y avait au moins plus de 2000 à 3, voire 10 000 personnes qui venaient en Kamba pour chercher une guérison ou chercher une bénédiction ou tout ce qu'on veut. Et quand Simon Kimbangu voit la famille arrive, il dit, je vous attendais. Il demande à la dépouille, Dina, lève-toi. Tout simplement. Oui, tout simplement. Qui était déjà commencé à se décomposer. Il dit, on va quelque part, suivez-moi. Le papa de Dina, la maman de Dina, Dina elle-même, papa Simon Kimbangu, son épouse Maman Mouilou, ils vont aller jusqu'à la mission protestante. Et il sera dehors, papa Simon Kimbangu, il va appeler Jennings. Qu'est-ce que vous avez dit? Que je vais apporter une épidémie? Et Jennings sort avec Hilar. Et il y avait des femmes protestantes anglaises qu'on appelait à l'époque des Nengwa. Ils sortent, ils ont dit, mais oui, il y a eu quand même de la puanteur et tout. Il dit, mais pourquoi? Ben oui, il y a des morts qui passent. Il dit, la morte que vous avez vue, c'est cette fille. Voilà, ses parents sont là. Et c'est là que ces 2 hommes de Dieu vont apporter cette nouvelle à l'administration belge qui était centrée à Tisville. Et à partir de là, comme c'était le 20 avril, ils vont, de l'administration coloniale, vont faire une réunion. Et ils vont charger un jeune commissaire à l'époque qui s'appelait Léon Morel. Je n'ai pas préparé, donc je l'ai dit de tête, parce que quand on aime l'histoire, ça coule comme on les sent. Je peux me tromper. Et ce monsieur, belge, en l'occurrence, comme je vous ai dit, nous on aime bien si c'est un Mundélé ou un blanc qui nous raconte nos réalités, alors qu'ils étaient là.
Et Céréon Morel va prendre des soldats. Et ces soldats, c'était des Congolais. Ils étaient pieds nus à l'époque, ils avaient juste des chaussettes sur les tibias, avec leurs casquettes rouges qu'on appelait les Bikotiambila. C'est comme ça qu'on a l'habitude d'appeler Mbila. Dès qu'ils arrivent en Kamba, ils vont commencer à faire l'espionnage, regarder un peu. Mais Simon Kimbangu va dire, je sais que vous êtes là. Et le policier, enfin le militaire, je veux dire, congolais, qui avait accompagné le commissaire belge, vont laisser les commissaires pour aller s'agenouiller, eux aussi à leur tour, pour recevoir une bénédiction. Voilà des miracles qu'il faisait. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Et donc, on va énumérer D'accord. dans la BD. Donc, on peut dire que c'était une personne qui dérangeait l'administration de l'époque, qui le voyait comme quelqu'un qui fait de la subversion, on peut dire. Déjà à cette période de 1921 en avril jusqu'au mois de juin, vous savez, on a un chemin de fer, Kinshasa-Matadi, qui a une voie qui part à Kinshasa le matin et il arrive à Matadi à 18 h. Mais à cette période, les colons vont mettre 2 trains. Et tous ces 2 trains s'arrêtaient à une gare qu'on appelait à l'époque Maréchal pour faire la correspondance jusqu'à la gare de Loma. Parce qu'à Tisville, il y a 2 gares. Il y a Loma ou la gare qui était en ville. Et de là, les gens faisaient une sorte de pèlerinage, partaient à pied. Et les commerçants, donc des colons, ne faisaient plus de chiffre d'affaires. C'est comme on voit aujourd'hui, quand les gilets jaunes sortent, il n'y a plus de chiffre d'affaires même sur les Champs-Élysées. Exactement. Donc, parce qu'il y a eu un mouvement. Mais comment arrêter ces mouvements? Parce que c'était un mouvement non violent. D'accord. Et c'est jusqu'au jour où Simon Kimbangu, au mois de juin, on viendra les chercher avec violence, parce que ce n'est pas lui qui va chercher la violence, mais il va fuir. Donc de avril, mai et juin, ça fait 3 mois. Et ces jours-là, il y aura une de ses disciples qui va mourir. Et Simon Kimbangu va mourir suite à quoi? Suite à des violences, des balles qui seront tirées par l'ordre des colons. Et donc Simon Kimbangu, une bonne précision pour nos téléspectateurs, pour des gens qui nous suivent, en liberté, il a prêché que 3 mois. 3 mois. Et il va rentrer en clandestinité en Banzansanda. Et en Banzansanda, il va rester au mois de juin, juillet, non, juin, il va partir, juillet, août, septembre. Encore 3 mois. Et donc, son existence, avant qu'il soit arrêté pour l'extrader à Tisville et ouvrir ses conseils de guerre, parce que dans l'histoire du Congo, le premier conseil de guerre, je dis bien de guerre, c'est un civil à l'époque qui va l'ouvrir. C'est grave. Et donc, quand on dit de petits trucs minables, même si on est imbécile, mais sortons de cette imbécilité un jour, retrouvons l'orgueil. C'est ça. Et donc, à partir de là, 6 mois qu'il va rentrer, et c'était le jour de son anniversaire qu'il va se rendre. Je ne sais pas qui est celui qui peut avoir cette force de se rendre le jour de son anniversaire, laisser sa famille et partir. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Son épouse qui pleurait dit, maman, donc ne pleure pas. Il dit, mais vous partez. On ne sait pas quand est-ce que vous allez rentrer, parce que ces gens, ce n'étaient pas des Congolais,
mais c'était l'administration coloniale. Alors, j'avais une question, Oui. toujours par rapport. Est-ce qu'à l'époque, pour situer un peu le contexte, Oui. La majorité des Congolais avaient déjà été convertis au christianisme, ou bien il y avait encore l'animisme, il y avait encore, pendant la période où opérait... Parce que le christianisme va arriver au Congo déjà depuis 1485, Ok. où on va avoir 3 religieux venant du Portugal que le roi Nzingankouvou va arrêter. Ça, je l'ai retracé dans la série Mémoire de l'esclavage. Et ils vont mourir au Congo, et c'est eux qui vont essayer d'initier certains Congolais au christianisme. Et en 1485, c'est là qu'on va voir le roi Nzingankouvou va se convertir, mais après il va comprendre il faut que nous retournions à nos obédiences, les Nzambi. Et c'est là que son fils, Joao Mpanzu, non plutôt Mpanzu, c'était celui qui ne voulait même pas devenir chrétien, et c'est son jeune frère Alfonso qui deviendra chrétien à 100%. Alors, les Congolais ne voulaient pas adhérer à une religion d'importation. Ils avaient leurs croyances, ils avaient leur Nzambi, qui le voyaient aussi par rapport à des objets. À cette période, on n'avait pas encore Kimpavita. D'accord, tout à fait. On n'avait pas encore Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu. Et donc, à cette période, il y avait juste une prophétie de Mwanda. Pas de Mwanda Nsemi, un certain prophète qui s'appelait Mwanda. D'accord. Et qui va dire, il y aura des gens qui viendront dans les hautes mers, qui viendront nous réduire dans les misères et dans l'esclavage. Okay. Et donc, à cette période, les Noirs acceptaient les Blancs. Okay. Il n'y avait pas l'animosité comme telle, comme on croit, parce que les Noirs enfantent les Blancs, mais les Blancs n'enfantent pas les Noirs. Et donc, quand un Blanc enfante quand un Noir enfante un Blanc, on les appelait les Ndundu. Très bien, et les Ndundu, albinos, qui vient de, si on est en Europe, comme les champignons de Paris, donc des personnes à peau claire. Et donc les Ndundu, plus on va parler des Ndundu, deviendront Alundu. Okay. Et les Alundu, beaucoup plus tard, quand il va avoir avec la complicité des religions, parce que la religion, comme on dit, c'est l'opium du peuple, on va formater les gens, et c'est comme ça que des esclaves congolais vont commencer à sortir pour aller peupler le Brésil, le Kiba, le Caraïbe. Et c'est là que les Congolais vont dire, ah ouais, c'est la prophétie qu'on avait entendue, ce n'est pas ces Alundu qu'on avait dit, les Undelekete, donc de peuples maléfiques, viendront nous piétiner. Et jour pour jour, Undelekete deviendront Mundele. D'accord, donc Undelekete veut dire peuple maléfique et ça vient de là. D'après nos ancêtres, le peuple maléfique, c'est les Mundele. Et leur pays ou leur territoire, c'était le Mputu. Le Mputu, c'est les terres des pauvres. Pourquoi ils ont dit les terres des pauvres? Parce que quand ils venaient, ils ramassaient tout, les plantes, tout ce qu'ils trouvaient. C'est comme ça que nous avons des jardins tropicaux, qu'on voit aussi à Paris, qui est tout près de la gare d'Austerlitz. Tout à fait. Et en Belgique, à Nantes, un peu partout. Donc, c'est là que les ancêtres disaient, mais ils n'ont rien chez eux, même de petites plantes, il faut qu'ils les ramassent. Parce qu'il y avait des bateaux qui amenaient des esclaves, et il y avait d'autres bateaux qui remontaient en Europe pour mettre des plantes. Voilà un peu comment les choses s'étaient passées. Et donc, certains Africains, jusqu'en 1000, pendant la conférence de Berlin,
rester dans leur religion de Nzambi. Et c'est comme ça que Simon Kimbangu, quand il va arriver, à son arrestation, son épouse, Maman Mouilou, va lui demander, mais papa, comme vous allez, qu'est-ce que vous allez nous laisser? Vous allez nous laisser avec qui? Il dit, je vous laisse avec les Kintouadi. Les Kintouadi veut dire, en gros, association ou l'unité des gens pour faire les entraides. C'est ça qu'on appelle Église Yabakintouadi. Et dans les Kintouadi, c'est ça qui va apporter les social congolais. Dans l'ère Kintouadi, ils vont construire des églises, ils vont construire des hôpitaux, ils vont construire des écoles, ils vont accueillir tout le monde. Voilà, c'est ça. Le nom Kintouadi, comment a été légué par Papa Simon Kimbangu lui-même. Et donc, la pierre de l'église kimbanguiste, comme c'est du Vatican, se trouve à Rome, plutôt la pierre de Saint-Pierre, c'est cette pierre qu'on va construire, c'est à Rome, et Simon Kimbangu va laisser cette pierre à son épouse Maman Mouilou pour construire les Kintouadi tout autour. Ok. En tout cas, j'apprends aujourd'hui moi-même, là, je suis vraiment comme les internautes, je crois que nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses et je suis content déjà le fait que vous ayez répondu à cette invitation, mais nous allons continuer encore parce qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre. Plus vous m'invitez, je viendrai. Si les internautes ne veulent pas, je vais continuer à faire mes planches et vous attendrez la BD quand il va arriver. De toute façon, la BD, que ça soit aussi, je pense qu'il va y avoir un dessin animé, je ne sais pas, non, il y a... Alors, je l'ai fait en dessin animé. Oui. Déjà, la BD, bon, je ne l'ai pas ici, il est en train de se faire, donc je suis en train de reprendre ce qu'on avait fait à l'époque aux éditions Mandala. Ok. Parce qu'il est sorti il y a quoi, il y a 15-20 ans. Donc les enfants aujourd'hui ont plus de maturité, ils ont besoin de connaître. Et donc, moi, j'aime dire des choses clairement. Je ne suis pas riche, je prends le métro comme tout le monde, et donc pour que cette BD puisse voir le jour, faisons le Kintouadi, l'entraide. Ah, ça. Et donc, je demande à tout le monde, enfin, d'apporter une levée de fonds, une somme dérisoire de 30 €. Ouais, je pense que c'est important de montrer quand même le travail magnifique qui est fait, quand même. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est pas du bas de gamme, c'est quand même un travail monstrueux, aussi bien dans les textes que dans tout ce qui est dessin. Donc voilà, de toute façon, je pense que sur le site, nous allons mettre quelques images pour bien illustrer de quoi nous parlons. Et nous allons faire l'effort aussi de vous demander à tous les internautes de transmettre, voilà, afin qu'on puisse lever les fonds. C'est ça, exactement. Et j'aimerais insister là-dessus. Pourquoi c'est lever des fonds? L'album ne sera pas à cette épaisseur qu'on voit là. Il sera énorme. Et donc, l'histoire de Papa Simon Kimbangu en intégralité. Mais je le propose à 30 €. Pour commencer, pour lever des fonds. Et une fois que le lever des fonds sera accompli, à ce moment que le livre sera distribué ou imprimé à tout le monde. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, comme les gens aiment dire « Ah ouais, moi je vais donner », mais ils se cachent dans leur bêtise, ils ne veulent pas regarder à la glace. Et donc, les personnes qui vont contribuer à cette levée des fonds, on va recevoir leur nom pour qu'après, ils vont recevoir une sorte de certificat du centenaire.
Parce que les centenaires, ce n'est pas que tout le monde vive un centenaire. La preuve, tous ceux qui ont été avec Papa Simon Kimbangu, ceux qui ont été arrêtés, envoyés en relégation, ils ne sont pas là au moment du centenaire. La dernière qui était là, qui venait de décéder, c'est Maman Mikala, la plus jeune qu'on va découvrir dans la BD. Et donc, à partir de ces certificats qu'on va donner à tout le monde, que les gens peuvent mettre chez eux, comme des ex-libris qu'on a ici, permettrait enfin que nous fassions un film de dessin animé que je souhaite qu'il soit projeté gratuitement et publiquement devant les centres d'accueil à Kinshasa, devant la grande place à Brazzaville, à Lubumbashi et enfin en Kamba. Si le public ou le peuple congolais souhaiterait qu'on reste un peu longtemps pour les diffuser, je ne dirais pas non. Parce que c'est une histoire qui nous est restée un peu dans l'ignorance, bientôt un siècle. Alors, l'argent qu'on va recevoir de la BD, on va le partager afin de continuer à conduire les entretiens du musée Simon Kimbangu qui est en Kamba. Pourquoi je tiens à le dire? Des choses, il faut les dire quand on est vivant. Jour pour jour, c'est moi qui va demander qu'il y ait un musée. Parce que j'avais demandé une bibliothèque en Kamba. Et le chef spirituel qui est en Kamba a appelé tout le monde. Il dit, mais répétez ce que vous avez dit. Je dis, les gens qui viennent de l'Europe, nous rentrons avec le Mabélé. Donc le Mabélé, c'est la terre d'Nkamba, la terre rouge. Là. Il y en a d'autres qui les broient et tout pour le manger. Et c'est bon. Il y en a d'autres qui vont prendre de l'eau, qu'on appelle couramment Mayankamba, pour apporter une bénédiction. D'accord. Et j'ai dit, papa, ça, c'est notre culture, c'est notre croyance. Mais si je viens avec des Européens, des Américains, eux, ils aiment lire. Tout à fait. Comme nous, nous sommes en Europe, l'intelligence de l'homme blanc, ils vont les mettre au Vatican. Ils ont une grande bibliothèque de l'homme blanc au Vatican, toute son intelligence. Pourquoi ne pas mettre l'intelligence de l'homme noir aussi longtemps que Papa Simon Kimbangu était venu pour donner la liberté à l'homme noir, alors qu'il y a des personnes qui écrivent sur cette liberté. Et surtout, pourquoi ne pas avoir une bibliothèque ici? Et ça l'a plu. Jour pour jour, j'ai appris. Ils ont commencé à construire un musée. Raison pour laquelle je prends la responsabilité. Donc, les recettes de la BD, une partie de la recette, on va entretenir. Plus on sera là pour entretenir le musée. Parce que faire un musée, ce n'est pas... Bravo. Vraiment. Ce n'est pas un logement où on va balayer. Mais un musée, c'est quelque chose, il faut savoir entretenir des œuvres. Et des œuvres de films, de dessins animés, je les mettrai au profit du musée. Et les personnes qui vont prélever le lever des fonds, leurs noms, ils seront marqués dans une sorte de manifeste que nous irons déposer au musée. Donc tous ces malins qui, ouais, ben moi, ils ne seront pas. Parce que les centenaires, ce n'est pas tout le monde qui vont bénéficier. Et c'est une bénédiction pour eux. Parce qu'une bénédiction, cela ne veut pas dire que vous verrez un cardinal qui viendra vous faire... Non, les bénédictions de Papa Simon, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Ils viennent comme ça parce que ce n'est pas 30 € que nous allons galérer pour les passer soit dans les sites. Tout est déjà fait. Et alors les ex-ibris, ça, c'est pour nous encourager, afin que de finir le film de dessin animé. Parce que faire un film, 10 minutes d'un film de dessin animé, ça coûte cher. Et là, le 20 à
avril. On peut avoir un ordre de prix, juste pour les internautes qui nous suivent. Voilà. Quand on a fait Kirikou, celui qui a réalisé avait eu 2 millions d'euros. Voilà, mais il lui fallait 22 millions. Wow. Moi, où est-ce que je vais trouver ça? Wow. Ouais. Alors les gens qui on demande 30 euros, ouais. ils vont se cacher pour faire les malins. Non. Là, il y aura un film de court-métrage sur Papa Simoki Mbangu qui participe en compétition. Je ne sais pas, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu un film congolais à l'extérieur du Congo en compétition, avec des Chinois, des Européens, un peu tout le monde. Okay. Donc, j'appelle tout le monde afin de venir. Et en même temps, comme ces films, j'étais en train de me lamenter, il faut être sincère. J'ai fait tant de minutes comme ça, personne ne m'a donné de l'argent. Finalement, au Congo, il n'y a pas de riches. Je le disais, c'est un frère qui est au Canada. Un jour, j'ai échangé avec lui, il me dit, Mbouta, tu as fait combien de minutes déjà? Je dis, là, je suis arrivé à 30 minutes, voire 32. Il dit, qui c'est qui t'a financé? Il dit, je l'ai fait moi-même. Il dit, n'oublie pas, c'est lui qui t'a financé. Il est invisible, mais il est visible quand il appelle. Et donc, il met sa main. Et raison pour laquelle j'ai essayé, d'autres vont dire comme si je ne connais pas, mais demander des subventions. Avec l'histoire de Papa Simoki Mbangu qui dit « Je viens pour libérer l'homme noir », c'est nous qui sommes des financiers. Exact. Ça va déranger à ceux qui vont leur déranger, mais quand tu veux éduquer tes enfants, il faut leur dire la vérité. La vérité, c'est ça. La vérité est têtue. Donc, ne vous cachez pas. L'émission va vous mettre les liens. Ne croyez pas qu'on va voler votre argent. Mais je ne veux pas non plus, moi, qui a les soucis, que vous connaissiez cette histoire, et prendre l'argent, c'est barrer avec. Je trouve ça anormal. En tout cas, bravo, bravo, parce que je suis impressionné de tout, parce que vous êtes, ce n'est pas pour vous flatter, hein, vous êtes un homme de valeur, et c'est ce qui nous manque énormément. Même nos autorités devraient mettre plus, donner plus, faire attention, je veux dire, à des hommes de culture. On a besoin que le Congolais connaisse son histoire, n'est-ce pas? On dit que un peuple sans histoire, c'est comme un arbre sans racines, finit toujours par tomber. Donc nous sommes tombés tellement bas que nous ne connaissons rien de cette histoire, de notre histoire. Donc on a besoin de personnes comme Serge Diatantou qui viennent, qui nous expliquent. Là, j'étais comme un enfant en train de suivre cette histoire, en train d'imaginer à cette période. Je sais que nous sommes pris par le temps parce que j'ai vraiment encore beaucoup de questions. Juste un petit truc, je m'excuse. Oui, bien sûr. Le docteur Mukwege l'a dit en public. Pour tuer un peuple, le jour qu'il avait reçu son prix Nobel, il faut l'enlever sa culture. Tout à fait. Et donc, nous les hommes de culture, comme on est en train de nous m'isoler exactement pour que nous rentrons dans l'aliénation, pour que nous rentrons et animons l'ignorance, c'est là qui arrive aujourd'hui. On parle des prophéties de Papa Simoki Mbangu, avait dit sur le président qui viendront, ça c'est un truc politique, mais tout ce que les gens disent, ce n'était pas ce que Papa Simoki Mbangu avait dit. Parce que le jour qu'il va prononcer cette phrase, c'était à 15 h pile. Il va dire maintenant je me rends chez mon père. Il va taper 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Il va soupirer et ça sera fini. Et donc un fait comme ça, quand je vois même sur internet des gens qui sont en train de falsifier, faisons attention, parce que les paroles que nous sortons, c'est avec ces paroles que nous bénissons. C'est avec aussi ces paroles que nous maudissons. Tout à fait. Donc nous avons un peuple, nous avons un pays, nous voulons sortir de cette misère,
Parce qu'il avait dit, je viendrai, il est là, je suis content, vous l'avez sur le plateau. Hein? Alors, ce que je vais vous proposer, comme c'est un sujet très important, très vaste aussi, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on puisse se revoir pour continuer, même s'il faut le faire 3-4 fois, moi je suis partant. J'aimerais vraiment qu'on aille, comme cette année est importante. Oui. C'est vraiment le thème de l'année. Nous entrons dans la période de préparation du centenaire. Et exactement. Moi, je vous dis merci, parce que un centenaire, dans le normal, il faut commencer à le préparer 5 ans en avance. C'est ça. La période où il y avait les Coupes du Monde en France, c'est moi qui avais fait le livre qui a commémoré la première commémoration de l'abolition de l'esclavage que le président Chirac voulait. Et le président Wade, ils vont demander à l'éditeur Michel Lafon, et c'est là que je vais recevoir les coups de fil de Michel Lafon. C'était 5 ans en avance, avant le 150e anniversaire de la commémoration. Et donc, on avait commencé bien avant. Et donc, là, c'est le centenaire de son combat par la non-violence qui n'est pas encore fini. Et donc, nous sommes des héritiers de ces combats. Et si nous allons faire ces combats avec les chines courbées, ça ne sert à rien. Tout à fait. Et si les gens qui nous suivent, ils ont les chines courbées, qu'ils restent chez eux, parce que j'accepte votre invitation, mais des polémiques inutiles, bien sûr, qu'ils restent chez eux. Parce que ce soit les Christ, ils savaient fouetter les gens devant l'église qui vendaient des babioles devant les temples du Père. Et Papa Simoki Mbangu nous a aussi fouettés. Les jours qu'on s'était moqué de lui, lorsqu'il va ressusciter le corps d'un enfant qui était un jumeau, c'était, on est le 7 avril, et c'était le 7 avril. Un jumeau, c'était son deuxième miracle. Et comme dans la famille, il y avait le père qui voulait que l'enfant revienne, retrouve la vie, et la mère, comme on a nos trucs de sorcellerie qu'on appelle les kindoki, dans la famille de la maman, il ne voulait pas, et donc Papa Simoki Mbangu a levé ses jumeaux, et il est resté quelques heures, et il va lui laisser partir parce que les deux familles n'étaient pas en accord. Donc, voilà des choses comme ça. Les gens qui viendront parce qu'ils sont bornés dans l'aliénation, ils ont encore des chaînes dans leur cerveau, ces gens-là, moi je n'en veux pas. Je n'ai pas de médicaments pour sauver ces gens-là. Mais au contraire, plus ceux qui veulent enlever leurs chaînes pour rentrer dans la connaissance, ça, ces gens-là, j'en ai besoin. Et j'avais écrit une fois sur la série Mémoire de l'esclavage, dommage, j'ai la série Vestiges des ancêtres ici, le Mémoire de l'esclavage, je l'ai fait en 5 tomes. J'ai dit ceci, l'ignorance pousse à la violence. Quelqu'un qui est ignorant, il va aller tout le temps aller casser. Mais la connaissance, quand on connaît, et c'est à partir de là, ça va nous permettre d'évoluer. Exact. Donc, moi je suis parfaitement, mais vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup pour ces enseignements. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'aimerais qu'on se revoie la semaine prochaine pour continuer. Je suis intéressé, mais ça dépend de évidemment, votre programme et tout ça. On va en parler en coulisses pour voir comment on va s'organiser. Mais j'aimerais bien qu'on fasse encore plusieurs émissions parce qu'il y a énorme, c'est vaste et les gens vont avoir soif de poser. Le fait d'avoir entendu cette première mouture, première version, il va y avoir des questions. Ils voudront en savoir pour la On a besoin de questions. Ouais. Et puis, on a besoin, enfin, que les gens arrivent à une pédagogie. Ça, j'insiste, parce qu'on n'est pas dans un marché de foutoir. Les gens qui sont là, ils veulent une pédagogie, sortir un peu de cette marasme, de cette ignorance. Parce que dans cette histoire de Papa Simoki Mbangu,
il y a eu 37 000 familles qui seront arrêtées, Ah oui. envoyées en relégation. D'autres vont mourir, d'autres vont rentrer. 37 000. Wow. 37 000, ce n'est pas ici. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et pendant cette période où on a eu la Seconde Guerre mondiale, c'est eux qui faisaient le maïs, les haricots, les riz, qui transitaient vers la Belgique, afin de nourrir nos ancêtres qui ont été envoyés pour libérer les Européens. Et c'est comme ça que, tout doucement, nous allons dire, mais tiens, moi aussi, ce n'est pas que l'Afrique, mes grands-parents ont apporté une liberté ici en Europe, donc je suis héritier de ça. Tout à fait. Donc, les personnes qui viendront pour nous distraire, je vous dis, s'il vous plaît, ne commentez pas, qu'ils ne salissent pas votre site. Là, je ne suis pas venu ici pour dire des bêtises. On est venu de parler de Papa Simoki Mbangu. Comme j'ai dit au commencement de l'émission, ce n'est pas notre ami. Il y en a qui vont dans des deuils qu'on appelle des matanga. S'ils n'ont rien à dire, et leur centre de discussion, c'est Papa Simoki Mbangu. Mais attendez, réfléchissons. Qui est ce Congolais qui a construit des écoles au Congo, à part l'État? Qui est ce Congolais qui a construit des dispensaires, des hôpitaux au Congo, en Angola, au Congo-Brazzaville? Ce n'est pas que l'histoire du Congo, c'est l'histoire de l'Afrique centrale en général et de toute l'Afrique et de la diaspora noire du monde. Diaspora noire, oui. Donc c'est très important. Et surtout, mes frères qui sont là pour chercher de buzz. On n'a pas besoin de buzz. Le plus grand buzz, c'est lui qui l'a fait. Il a ressuscité des morts. Qu'est-ce que vous voulez faire encore comme buzz dans un ordinateur que vous ne maîtrisez pas? Et c'est pour ça que je dis, si les gens vont attendre que je vais tout dire ici, vous attendez l'ouvrage qui aura plus de 150 pages. Et là, vous allez connaître comment Kimpa Vita va prédire l'arrivée de Papa Simoki Mbangu. Là, dans le livre, vous saurez pourquoi on faisait on plantait des nsanda, un arbre qu'on appelait le nsanda, qui était un code entre les Européens pour dire que cette partie évangélisée, allons plus loin. Papa Simoki Mbangu avait dit, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est une phrase qui est dure à des personnes qui ont encore des lianes ou des chaînes dans les têtes parce qu'ils aiment trop se courber devant les gens parce que sinon si je dis ça, je n'aurai plus rien. Moi, personne ne me donne des subventions. Je fais toutes ces BD, je n'ai pas de subventions à quiconque. J'avais une question par rapport aux BD. Parce qu'il y a des BD qui intéresseraient les gens. Je ne sais pas si c'est toujours possible de les retrouver. Est-ce qu'il y a moyen, je ne sais pas, de pouvoir refaire d'autres BD qui ne sont plus en vente pour que les gens puissent les acheter? C'est possible encore de les avoir? Bon, si c'est des BD qui sont à moi... Oui, bien sûr, je parle de vos BD à vous. Oui, évidemment. Parce que j'en ai plus d'une vingtaine, je ne compte même plus. Il y a forcément des gens qui ont envie de les acheter. Et comment ils font? Oui, parce que quand j'y vais dans des salons de bande dessinée ou dans des salons du livre, c'est rare de voir le nôtre venir parce qu'il y a un noir qui dédicace. Et il y a même d'autres qui viennent avec une provocation. Ce n'est pas du racisme. Tout à fait, nous sommes tout à tous fait. des êtres humains, la race n'existe pas. C'est un constat. Mais c'est culturel, c'est que je parle. Exact. Il y en a même qui m'ont dit, ah mais vous ne faites que des histoires des Noirs. Il dit, mais madame, moi si vous me demandez de vous faire une bande dessinée sur la neige, ça ne fait pas partie de ma culture. Donc, la culture, on fait ce qu'on appelle des échanges. Exact. Donc mes BD, s'il y a demande, voilà la preuve. Je reprends ceux de Papa Simoki Mbangu. Pourquoi je les reprends? Parce qu'il y a de nouveaux éléments. La relation qu'il avait avec
le roi des Belges, Albert. La relation qu'il a eue avec ce roi a fait que c'est lui qui va le maintenir pendant 30 ans. Et en même temps, bon, là je suis en possession d'une vidéo que je mettrai beaucoup plus tard pour montrer aussi ce qu'on nous montre dans les télévisions, des vidéos paranormales, où on voit Papa Simon Kimbangu en 1960, alors qu'il est mort en 1951 comme un prisonnier. Ça, c'est intéressant. Je pense que cette vidéo-là, on la verra. Je l'ai visionnée. D'accord. C'est très intéressant. Il est exactement comme je l'ai illustré dans une des ex-ibris que les gens vont découvrir, torse nu. Et c'est comme ça que torse nu, Papa Simon Kimbangu va quitter Nkamba pour Lubumbashi. Alors les gens que je parle là, qui vont pinailler et tout, parce qu'ils ne sont jamais d'accord, qui peuvent voyager de Nkamba ou de Kinshasa pour Lubumbashi torse nu? Qui? Le Papa Simon Kimbangu l'a fait à un sens pour verser sa sueur, sa transpiration, sa souffrance sur tous les Congos. Et au cœur de l'Afrique centrale. Il l'a fait par bateau? Par bateau. D'accord. Et par train à la fin. Okay. Et les jours qu'on va exhumer son corps, il va faire chemin inverse pour dire qu'il va tout boucler. Donc, faisons attention. Surtout, je tire l'attention aux téléspectateurs de ne pas trop passer à côté. Nous, quand on était enfants, les grands-parents nous disaient, quand on ne sait pas, on se tait. Tout à fait. Et quand on ne sait pas, parce que oui, il y a Facebook, il y a machin, mais qui c'est qui l'a fait? Est-ce qu'on le maîtrise? Moi, je n'ai jamais vu des gens d'ici en train d'insulter le général de Gaulle sur Facebook. Alors, nous arrivons au terme de cette première partie de notre émission, parce que nous comptons en faire d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je voulais quand même poser une dernière question, parce que je crois qu'au mois d'avril, il va y avoir un événement. Si vous pouvez nous donner la date exacte, parce que peut-être que ceux qui nous suivent voudront aussi participer. Il y a un événement qui est prévu ce mois d'avril. Oui, il y a le film qu'on a fait sur Papa Simon Kimbangu en dessin animé. Oui. Va être en compétition au festival Couleur à Paris sur 100 rue Charenton à l'espace 100. Ok, il y a la date qui va de toute façon s'afficher Voilà. sur votre écran. 100 Voilà. rue Charenton. Et ces jours-là, je vais amener quelques bandes dessinées parce que j'en ai besoin. Des choses, il faut les dire. Parce que si on achète des bandes dessinées, c'est comme ça que moi j'avance. Il y aura des ex-ibris exceptionnellement, quand on appelle ça des ex-ibris, ce ne sont pas des cartes postales. Les collectionneurs de bandes dessinées savent. Parce que mes dessins, ils sont collectionnés aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et les ex-ibris seront là, afin de nous permettre de ramener ces films. Exact. Vous pouvez répéter encore la date, c'est important, la date de l'événement, c'est quand? Le 20 avril 20 avril 2021, voilà. Et en même 20 avril, voilà, 1921, et en même temps la BD... Non, je parlais de la date de l'événement, pardon, la date de l'événement de... 2021. Voilà. Vous m'excuserez, parce que... 2010, là, je parle d'un événement qui a lieu de ce mois-ci, à Paris. Voilà, le 20 avril 2021. Et nous allons aussi faire la levée des fonds. 2019. On est d'accord? On a parlé d'histoire et donc, parce que moi les dates... Ok. Non, ok, voilà. Le 20 avril 2019, on a un événement. Voilà, à Paris. Et nous allons faire aussi, on va profiter pour faire la levée des fonds. Rue Charenton, numéro 100. 100. Voilà, donc les internautes ont bien retenu. Venez nombreux, c'est très important. J'insiste beaucoup, surtout pour la communauté, pas seulement congolaise, mais africaine, afro-antillaise. C'est très important de soutenir ce genre d'événement.
Voilà, merci beaucoup. Merci Serge, c'était très important de vous avoir aujourd'hui parce que ce que vous êtes en train de faire est juste magnifique. Et moi, je vous encourage et nous essayons en tout cas en RDC état d'urgence d'apporter notre modeste contribution pour faire connaître tous ces... Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous nous suivez. RDC état d'urgence, aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Serge Diantantou. Alors, qui est Serge Diantantou? C'est d'abord un frère congolais, avant tout. Et c'est un illustre dessinateur et aussi BDiste. Je pense qu'il va aussi lui-même nous détailler exactement d'autres parties de ce qu'il fait tout le temps. Et aujourd'hui, en tout cas, notre thème, ça serait sur Simon Kimbangu. Simon Kimbangu qui prend on va dire, un rôle très important dans la vie de tous les Congolais. Je pense que nous allons arriver petit à petit à détailler. Mais pour l'instant, je laisse la parole à Serge Diantantou. Bonjour. Bonjour. Alors, nos téléspectateurs et nos internautes aimeraient bien savoir en détail qui vous êtes. Vous pouvez en quelques mots détailler si peut-être que ce que j'ai dit ne suffit pas et peut-être rentrer dans le détail un peu plus. Merci beaucoup. Et je commencerai par dire merci à toutes les personnes qui nous suivent à ces moments. D'accord. Et moi, je suis Serge Diantantou, je suis auteur, dessinateur de plusieurs albums de bande dessinée. Et je suis aussi réalisateur de quelques films de dessins animés. Et je voudrais juste apporter une petite précision pour aborder Simon Kimbangu. Par les respects, on l'appelle Papa Simon Kimbangu. Donc, ce n'est pas quand même notre ami. Donc, il est grand. Et donc, là, si nous sommes aujourd'hui, j'ai accepté cette invitation aujourd'hui, c'est pour parler un peu de lui. Parce que jour pour jour, nous rentrons au mois d'avril. C'est les jours où il va commencer son ministère en 1921. Tout à fait. En Kamba plus précisément. Mais avant ça, il a eu encore un grand parcours d'histoire que nous allons découvrir. Ok. Avant d'aller plus loin, alors merci d'avoir rectifié. Donc c'est Papa Simon Kimbangu que nous allons l'appeler tout au long de notre émission, ce qui est tout à fait normal, vu son rang et vu aussi le respect que nous devons à nos ancêtres. Alors, de ce que je sais, monsieur Diantantou, concernant Papa Simon Kimbangu, il serait né en 1889. Dites-moi si je me trompe. J'ai essayé de me renseigner par rapport à ça et je me suis rendu compte qu'il est né presque 5 ans après ce que nous appelons la conférence de Berlin. Voilà. Où on a partagé un peu l'Afrique comme un gâteau. On a décidé que chaque, entre guillemets, partie de l'Occident gérait sa parcelle africaine comme un domaine privé. Je suppose que cela a eu une influence énorme sur la vie de Papa Simon Kimbangu tout au long de sa vie et aussi pour tout ce qui va arriver, tout ce qui va lui arriver et même sur sa spiritualité. Son histoire, en tout cas, je suis convaincu que beaucoup de personnes qui nous suivent ne connaissent pas. Moi qui vous parle, je ne connais pas suffisamment. Je compte vraiment sur vous pour nous éclairer un peu sur toute cette partie que nous ignorons de sa vie. Merci. Et donc, on ne va pas rentrer plus dans des dates exactes et même la date de sa naissance. Ce que nous pouvons retenir, c'est une personne pas comme toute autre personne. Et je vais d'emblée éclaircir une situation que nous ne connaissons pas.
Simon Kimbangu est né du corps d'une personne comme vous et moi. Et jusqu'à un moment où il va commencer à avoir des forces surnaturelles qu'on appelle des martyrs, et ces propos qu'il va dire deviendra plus tard des prophéties. Ok. Et les gestes qu'il va faire plus tard deviendront des miracles. Et des personnes qui font ce genre de choses au monde, il n'y en a pas beaucoup. Et quand des personnes qui ont cette force surnaturelle de thaumaturge, on les appelle des messies. On a eu un premier messie que nous connaissons tous, c'est le Christ, c'est Jésus. Et Simon Kimbangu est un messie qui est venu sur les terres des Noirs en Afrique centrale. Alors, si je précise ça, c'est pour la chose qu'on a parlé tout à l'heure, le respect. Tout à fait. Papa Simon Kimbangu. Et pas pour ne pas faire des comparaisons entre Papa Simon Kimbangu et Jésus. Jésus était arrivé dans une période où l'Europe était rentrée dans des tourbillons. Mais lui, il est né dans le Moyen-Orient. Et Papa Simon Kimbangu va prendre sa connaissance de son ministère en Afrique centrale. C'était au moment où on va abolir l'esclavage, en 1884, et en 1885, comme vous avez évoqué, l'Afrique sera dépecée. Tout à fait. Et le fait que l'Afrique sera dépecée, à la conférence de Berlin, c'était à ce moment que Simon Kimbangu va arriver pour apporter la liberté au peuple noir. Alors, c'est quand même une situation qui est très très profonde. À cette période, il y avait un mot qui disait « Les Noirs ont vendu les Noirs ». Tout à fait. Qui sont partis en Amérique et dans les Caraïbes. Mais tout le long de ces commerces, c'est comme ça qu'on a appelé ça, commerce triangulaire, l'être humain n'était pas considéré comme un humain. C'était un animal. C'est comme ça qu'ils ont souffert. Et à la fin, quand ceux qui pratiquaient ces commerces triangulaires vont découvrir autre chose que l'humain, soi-disant, entre guillemets, on peut les laisser à l'écart, parce qu'on a découvert des machines, on va abolir l'esclavage. Mais tout en abolissant l'esclavage, on va dépecer l'Afrique en 85. Et la phrase que j'ai dit tout à l'heure, les Africains ont vendu les Africains, vont être prononcées à cette période, en 1885, ici à Paris, à la Sorbonne, par un professeur qui s'appelait Jules Simon. Il était député en même temps. Et comme cette phrase enlevait un peu toute cette suspicion, toute cette atrocité que les Occidentaux ont commis aux Noirs africains, on va prendre cette phrase comme quoi les Africains ont vendu des Africains, alors que c'est faux. Ok, donc c'est la même phrase qu'on entend aux Antilles, un peu partout. On a tendance souvent à dire que... C'est faux. C'est ça. Parce que un parent ne peut pas vendre son enfant, on connaît l'hospitalité africaine. Et c'est là que Simon Kimbangu va arriver. C'est exactement comme le Christ va arriver. Quand Alors, je vais quand même insister encore sur ce point-là parce que c'est important. Oui. Donc, il n'y a jamais eu de vente des Africains
qui aurait vendu d'autres Africains. J'insiste parce que souvent, on nous le présente souvent comme ça. Beaucoup de gens me disent, oui, mais il y a quand même eu certains qui ont collaboré avec cette traite négrière. Alors, j'aimerais vraiment avoir des précisions. Il n'y a pas eu... Oui, on a des précisions, parce que l'histoire est têtue. Exact. Donc, on a toujours des malins, comme on dit en Afrique, qui vont essayer un peu, ou même dans les Caraïbes, parce qu'il y a le métissage. Exact. Et dans ces métissages, d'autres vont refouler, ou vont s'éloigner de l'Afrique, tout en accentuant cette phrase ou cette idéologie. Cependant, si on peut aller plus loin, les Africains ne s'attendaient pas qu'il y aurait visite des Européens. Parce qu'en Europe, il y avait une reine qui s'appelait Élisabeth. C'est important de soutenir ce genre d'événement. Voilà, merci beaucoup. Merci Serge, c'était très important de vous avoir aujourd'hui parce que ce que vous êtes en train de faire est juste magnifique. Et moi, je vous encourage et nous essayons en tout cas en RDC état d'urgence d'apporter notre modeste contribution pour faire connaître tout ça.